La croyance disait que celui qui possédait la lance du destin ne pouvait être vaincu tant qu'il la gardait. Dans les recoins sombres du musée Hofburg, à Vienne, une vitrine de verre abritait un objet à peine visible derrière son voile d'ombre et de poussière. C'était une lance, ou plutôt, ce qu'il en restait. Une tige de métal noircie par le temps, fendue en son centre, reliée à une pointe plus récente. On la disait vieille de presque 2000 ans. Selon la tradition chrétienne, elle aurait été utilisée par un soldat romain, un centurion du nom de Longinus, pour percer le flanc de Jésus-Christ alors qu'il agonisait sur la croix. Et depuis ce jour, elle portait en elle une malédiction, ou un pouvoir divin, selon les versions. Au fil des siècles, cette lance du destin serait passée entre les mains des plus grands souverains, Charlemagne, qui la conservait précieusement lors de ses campagnes, les empereurs du Saint-Empire romain germanique, qui la brandissaient comme un symbole de légitimité divine, Napoléon lui-même aurait rêvé de s'en emparer. La croyance disait que celui qui possédait la lance du destin ne pouvait être vaincu tant qu'il la gardait. Mais gare à celui qui la perdait, il était condamné à tomber. C'est dans ce décor que, dans les années 1910, un jeune homme sans emploi, passionné de mythes et de légendes, flânait dans les couloirs du musée. Il s'appelait Adolf Hitler. À l'époque, il n'était qu'un peintre raté, un peu vagabond, un peu mystique, hanté par l'idée de grandeur. Lorsqu'il vit la lance, il se serait figé. Plus tard, il dira que c'est devant cet artefact que son destin s'est éveillé. Il était convaincu qu'un pouvoir ancien dormait en elle, et que ce pouvoir pouvait être réveillé. Des années plus tard, lorsqu'il devint chancelier, puis Führer de l'Allemagne, cette obsession ne l'avait pas quitté. En 1938, l'armée allemande entra dans Vienne. C'était l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche. À peine les bottes des soldats résonnaient elles dans les rues viennoises qu'un ordre très particulier fut donné, récupérer la lance du destin. Elle fut transférée secrètement à Nuremberg, au lieu symbolique du nazisme, et placée dans une chambre forte sous le château de la ville. Mais ce transfert n'était pas qu'un acte de fétichisme. Hitler, et surtout les membres de la SS sous Himmler, étaient profondément fascinés par l'ésotérisme, l'occultisme et les objets mystiques. La lance devint l'un des centres d'un culte étrange, mêlant rites païens germaniques, légendes chrétiennes et arcanes ésotériques. Himmler aurait organisé des cérémonies secrètes autour d'elle, cherchant à canaliser son pouvoir pour guider le Reich vers une domination planétaire. Certains affirment que les nazis ont même tenté de reproduire la lance, d'en forger des copies mystiques, pensant pouvoir démultiplier son influence. Mais la vraie restait protégée, cachée sous terre comme un cœur sacré au milieu du chaos. Puis, en avril 1945, la guerre touchait à sa fin. Les Alliés encerclaient l'Allemagne, Nuremberg était en ruine. Un commando américain fut envoyé dans les profondeurs du château de la ville, guidé par des informations très précises. Le 30 avril, ils découvrirent la cachette secrète et mirent la main sur l'artefact. Ce même jour, à 1500 km de là, Adolf Hitler se donnait la mort dans son bunker à Berlin. Ce détail ne passa pas inaperçu. Pour certains, c'était une simple coïncidence. Pour d'autres, c'était le dernier acte d'une prophétie ancienne. Hitler avait perdu la lance, et avec elle, son pouvoir, son destin, sa vie. Dès 1938, deux scientifiques allemands, Otto Hahn et Fritz Strassmann, découvrent la fission nucléaire à Berlin. C'est une avancée majeure, la première étape vers la création d'une bombe atomique. Très vite, les physiciens Lise Meitner et Otto Frisch en comprennent les implications. Si on parvient à déclencher une réaction en chaîne contrôlée, on peut libérer une énergie destructrice gigantesque. Le potentiel militaire est évident. En 1939, les États-Unis lancent le projet Manhattan. L'Allemagne, elle aussi, initie un programme, le Uranvrin, le club de l'uranium. À sa tête, des scientifiques de renom, comme Werner Heisenberg, prix Nobel de physique, et Kurt Diebner, partisans d'une orientation plus militaire. Mais là où les Américains mobilisent des milliers de chercheurs, des milliards de dollars et des moyens industriels colossaux, le programme allemand reste divisé,
mal coordonnée, en proie à des conflits internes. Hitler lui-même ne comprend pas l'intérêt de la physique nucléaire. Il préfère les armes à effet immédiat, les missiles, les avions à réaction, les V2. L'arme atomique, trop abstraite, trop lente à développer, ne l'enthousiasme pas. Et pourtant, des éléments troublants suggèrent que les choses ne sont pas si simples. En 1944, plusieurs rapports alliés font état de tests nucléaires allemands dans le sud de l'Allemagne et en Pologne occupée. Des documents soviétiques évoquent des explosions de faible intensité, des niveaux de radiation anormaux, des témoins souffrant de brûlures et de symptômes comparables à ceux observés à Hiroshima l'année suivante. Des témoignages ultérieurs, notamment ceux du journaliste allemand René Karge dans les années 2000, affirment qu'un essai nucléaire limité aurait eu lieu près d'Ordruf, en Thuringe, en mars 1945. Le site était tenu par la SS, et des témoins locaux affirment avoir vu une lumière intense, entendu une onde de choc, puis constaté la mort étrange de plusieurs ouvriers forcés. Des tests de sol effectués bien des années plus tard montreraient des traces de radioactivité, trop faibles pour une véritable bombe atomique, mais cohérentes avec un essai rudimentaire. Selon cette version des faits, les nazis auraient bien réussi à déclencher une explosion nucléaire, mais sans en maîtriser la puissance, ni disposer des moyens de fabrication industrielle. En clair, ils auraient eu une bombe, mais pas assez d'uranium enrichi pour en produire d'autres. Ou alors, ils n'auraient pas eu le temps. Car à cette date, le Reich vit ses dernières semaines. Les usines sont bombardées, les ingénieurs fuient ou sont capturés, Berlin est encerclé. Si une bombe existait, elle n'a jamais été utilisée. Était-elle gardée comme dernière carte? A-t-elle été sabotée? A-t-elle été détruite avant l'arrivée des Alliés? Ou bien a-t-elle été transférée? Certaines théories affirment que les nazis ont envoyé leurs travaux nucléaires, voire des prototypes, en Amérique du Sud, via les sous-marins encore en activité jusqu'à l'été 1945. D'autres pensent que les Américains ont mis la main sur une partie des résultats allemands et les ont intégrés discrètement au projet Manhattan, dans les derniers mois avant l'explosion de Trinity au Nouveau-Mexique. Après tout, plusieurs savants allemands sont arrivés aux États-Unis dès la fin de la guerre, via l'opération Paperclip. Enfin, il existe une théorie encore plus audacieuse, la bombe atomique allemande aurait été prête, mais volontairement cachée à Hitler. Eisenberg, selon certains, aurait freiné volontairement les recherches, jugeant l'arme trop dangereuse. Il aurait triché, sous-estimé les calculs, pour empêcher la construction de l'engin. Un acte de sabotage scientifique, au nom de l'éthique. Depuis le début de la guerre, les nazis ont toujours misé sur l'avance technologique. Ils ont surpris le monde avec leurs tanks ultra-rapides, leurs missiles V1 et V2, leurs avions à réaction, leurs sous-marins furtifs. Mais à mesure que la guerre tournait à leur désavantage, cette course technologique devint une obsession. Dans ses discours, Hitler évoquait régulièrement une arme miracle, une invention si puissante, si novatrice, qu'elle ferait s'incliner les Alliés. Il promettait qu'elle existait, qu'elle était en cours de développement, et qu'elle serait bientôt déployée. Les Alliés, de leur côté, prenaient cette menace au sérieux. Des services entiers de renseignement étaient mobilisés pour suivre les rumeurs, intercepter les communications, localiser les centres de recherche. Car cette arme pouvait être n'importe quoi. Une bombe, un rayon, un gaz, un vaisseau. L'un des projets les plus avancés était celui des missiles V2, conçus par Wernher von Braun. Capables d'atteindre Londres à la vitesse du son, ils étaient lancés depuis le continent, silencieux, invisibles, impossibles à intercepter. C'était la première fois qu'une technologie de ce type, un missile balistique, était utilisée sur des cibles civiles. Des milliers de personnes furent tuées, et pourtant Hitler n'était pas satisfait. Ce n'était pas encore l'arme qui renverserait la guerre. Alors on se mit à parler d'autres projets, plus secrets, plus étranges. À Peenemünde, à Nordhausen, dans des installations souterraines géantes, des scientifiques travaillaient sur des technologies encore théoriques, l'antigravité, les canons à ondes, les armes à énergie dirigée. Certains évoquent le Sonnengewehr, un canon solaire géant qui aurait été capable de concentrer l'énergie du Soleil pour frapper des cibles terrestres depuis l'espace.
D'autres parlent du Winderstrahl, le rayon miracle, une arme à impulsion électromagnétique, ou même à plasma. Mais l'arme qui suscite le plus de fascination, c'est sans doute Die Glocke, la cloche. Un engin décrit dans certains documents classifiés et dans les récits de témoins comme une sorte de capsule métallique, de forme cloche, haute de plusieurs mètres, entourée de bobines électriques et alimentée par un mystérieux liquide violet appelé Xerom 525. Quand cette machine était activée, elle émettait un champ magnétique intense, faisait léviter des objets, et provoquait des effets étranges sur les organismes vivants, des nausées, des morts soudaines, des déformations du temps perçu. Certains croient que la cloche était une tentative de rupture des lois physiques connues, une arme temporelle, ou même interdimensionnelle. Selon cette hypothèse, elle n'était pas destinée à tuer, mais à ouvrir une porte. Les récits deviennent plus troublants lorsqu'on apprend que plusieurs des scientifiques liés à ce projet ont disparu dans les dernières semaines de la guerre. Certains furent récupérés par les Américains via l'opération Paperclip, d'autres furent assassinés. Et la cloche elle-même ? Disparue. Elle n'a jamais été retrouvée. Les Soviétiques, eux aussi, cherchaient frénétiquement cette arme miracle. Ils fouillèrent des bunkers, interrogèrent des ingénieurs, creusèrent dans les montagnes. Rien. Seulement des schémas incomplets, des morceaux d'équipement, des plans trop complexes pour être compris sans leur créateur. Alors que Hitler se terre dans son bunker, à Berlin, et que le Troisième Reich vit ses dernières heures, il parle encore de cette arme qui va changer la donne, à ses généraux, à ses secrétaires. Jusqu'au bout, il y croit. Ou peut-être veut-il simplement que les autres y croient. Peut-être savait-il que l'arme n'existait pas encore, mais qu'elle n'était pas loin. Aujourd'hui encore, on ne sait pas si les Wunderwaffen étaient de véritables avancées scientifiques, des projets délirants, ou un mélange des deux. Mais une chose est certaine, les nazis étaient bien en avance sur leur temps, et certains de leurs projets les plus secrets n'ont jamais été complètement compris. Joseph Mengele arrive à Auschwitz en mai 1943. Il a 32 ans. Beau, élégant, charismatique. Il porte l'uniforme SS avec soin, parle plusieurs langues, et possède un doctorat en anthropologie et un autre en médecine. En apparence, un scientifique. En réalité, un sadique méthodique, animé par une obsession pour la pureté raciale et la biologie humaine. Son rôle officiel, médecin du camp. Mais très vite, il devient le maître de la sélection sur les rampes d'arrivée, celui qui, d'un simple geste de la main, décide qui vit et qui meurt. D'un côté, les hommes valides. De l'autre, les enfants, les femmes enceintes, les vieillards. Pour ceux-là, la chambre à gaz. Pour d'autres, l'infirmerie de Mengele, c'est-à-dire son laboratoire personnel. Ce que Mengele fait à Auschwitz dépasse l'imagination. Il ne soigne pas. Il expérimente. Il teste. Il mesure. Il découpe. Il infecte. Il observe. Son obsession principale, les jumeaux. Lorsqu'un convoi arrivait, il faisait extraire tous les jumeaux identifiés, les isolait, les étiquetait et les utilisait comme matériel vivant. Il voulait comprendre comment fonctionne la gémellité, dans l'idée, dit-on, de permettre un jour à la race aryenne de se reproduire plus rapidement, en multipliant les naissances doubles. Mais ce n'était pas tout. Il injectait des substances chimiques dans les yeux des enfants pour tenter de changer leur couleur, expérimentait des virus, stérilisait des femmes sans anesthésie, transfusait du sang d'un jumeau à l'autre, amputait, recousait, brûlait, toujours au nom de la science. Les enfants mouraient un à un. Et lorsque l'un d'eux succombait, il tuait l'autre pour pouvoir comparer leurs organes à l'autopsie. Les survivants qui ont témoigné après la guerre parlent d'un homme poli, presque doux, mais capable de basculer dans l'horreur sans la moindre émotion. Il venait voir ses petits patients le matin avec des bonbons, puis les envoyait sur la table d'opération l'après-midi. Mais au-delà de ces crimes connus, des zones d'ombre persistent. Certains chercheurs pensent que Mengele menait des recherches secrètes encore plus inquiétantes, liées au contrôle mental, à la manipulation génétique, ou à des tentatives de modifier le comportement humain par la douleur et la peur. Ces expériences n'ont jamais été documentées clairement, les archives du camp ayant été partiellement détruites,
mais des rumeurs ont circulé, notamment après la guerre, selon lesquelles les données de Mengele auraient été récupérées, voire utilisées, par d'autres puissances. Certains affirment que ces recherches ont intéressé les Américains ou les Soviétiques, et qu'il a été protégé dans sa fuite pour cette raison. C'est une hypothèse dérangeante, mais pas invraisemblable. On sait que d'autres médecins nazis, comme Werner von Braun, ont été récupérés pour leurs compétences. Pourquoi pas Mengele, si ses travaux, aussi monstrueux soient-ils, avaient un potentiel scientifique? Ce qui est sûr, c'est que Mengele n'a jamais été jugé. Il a fui l'Allemagne grâce aux fameuses Ratlines, avec l'aide d'un réseau de sympathisants. Il a vécu pendant des années en Amérique du Sud, sous plusieurs fausses identités. En Argentine, au Paraguay, au Brésil. Toujours protégé, toujours libre. Il serait mort noyé en 1979, en se baignant sur une plage au large de Sao Paulo. Sa tombe a été identifiée après analyse ADN. Mais certains ne croient toujours pas à cette version. Pendant plus de 30 ans, les services secrets du monde entier l'ont cherché. Certains affirment qu'il était aidé non seulement par d'anciens nazis, mais aussi par des puissances qui avaient un intérêt à garder le silence sur ses recherches. Des témoins disent avoir vu des documents circuler entre l'Argentine et les États-Unis. Des médecins exilés auraient poursuivi ses travaux dans le plus grand secret. Et alors une autre question apparaît, plus vertigineuse encore, Mengele n'était-il qu'un bourreau obsédé par la race? Ou un pion dans une entreprise scientifique dévoyée, bien plus vaste, et toujours partiellement enfoui dans les laboratoires de l'histoire? Son nom restera à jamais lié à la barbarie médicale. Mais peut-être que les effets de ses actes ne sont pas tous morts avec lui. Peut-être que certaines lignes de recherche, héritées de ses crimes, ont été poursuivies ailleurs, dans le silence, sous d'autres noms. En 1938, alors que l'Europe était suspendue dans l'angoisse d'un conflit imminent, un navire allemand quittait le port de Hambourg à destination de l'endroit le plus inhospitalier de la planète, l'Antarctique. Il s'appelait le Schwabenland et transportait à son bord non seulement des scientifiques et des avions, mais aussi un étrange mélange d'ambition géopolitique et de mysticisme. Officiellement, il s'agissait d'une mission d'exploration polaire, destinée à revendiquer une portion de territoire pour la pêche à la baleine. Officieusement, personne ne sait vraiment ce que les Allemands y cherchaient. Pendant plusieurs semaines, les hydravions décollaient du navire pour survoler les terres glacées, larguant des drapeaux marqués de la croix gammée sur les glaciers, comme si cela suffisait à marquer la conquête d'un continent. La région explorée fut baptisée Neuschwabenland, la Nouvelle Souabe, en référence à une province allemande. Les pilotes rapportèrent avoir découvert des chaînes de montagnes, des lacs d'eau douce, et même des zones thermiquement actives sous la glace. Et puis, soudainement, l'expédition prit fin. Le navire repartit. Aucun rapport détaillé ne fut publié. Le silence, presque total. À la fin de la guerre, des faits troublants commencèrent à circuler. Plusieurs sous-marins allemands, portés disparus en 1945, refirent surface des semaines après la capitulation, mais pas en Europe. Loin des regards, en Argentine. Le plus célèbre, LU 530, accosta à Mar del Plata en juillet 1945. Son capitaine refusa de révéler sa mission ou son itinéraire. Un autre sous-marin, LU 977, fit de même peu après. Officiellement, ils auraient fui l'Allemagne pour éviter la capture. Officieusement, les spéculations prirent feu. Certains affirmèrent qu'ils avaient fait escale en Antarctique. Qu'ils transportaient des officiers de haut rang, des objets sacrés, peut-être même Hitler lui-même. La rumeur d'une base secrète nazie cachée sous les glaces devint un mythe persistant. On parlait de cavernes immenses, de grottes chauffées par la géothermie, d'une technologie avancée stockée loin du chaos européen. Les théories les plus audacieuses affirmaient que les nazis avaient trouvé un moyen d'échapper à la défaite, en se terrant dans un bastion polaire imprenable, à l'abri de toute surveillance. Mais ce qui donna le plus de crédit à ces théories, ou du moins à leur persistance, ce fut ce qui se passa un an plus tard. En 1946, les États-Unis lancèrent une opération militaire d'une ampleur étonnante en Antarctique. Elle s'appelait l'opération Higjump. Dirigée par l'amiral Richard Byrd,
elle mobilisa 13 navires, des dizaines d'avions, près de 5000 hommes. Officiellement, il s'agissait d'un entraînement en conditions extrêmes. Officieusement, certains y virent une mission d'évaluation militaire, voire d'exploration secrète. Ce qui est certain, c'est que l'opération fut abrégée beaucoup plus tôt que prévu. Moins de 2 mois après leur arrivée, les troupes américaines quittèrent précipitamment le continent. Des pertes furent évoquées, mais sans détail. Des appareils auraient été perdus. Officiellement, à cause des conditions climatiques. Officieusement, les rumeurs évoquaient des attaques inattendues, des phénomènes inexpliqués, voire des armes d'une nature inconnue. Des années plus tard, dans une interview troublante, l'amiral Byrd laissa entendre que les États-Unis devaient se préparer à faire face à un ennemi capable de frapper n'importe quel point du globe en très peu de temps, depuis les pôles. Cette phrase, sortie de son contexte, alimenta les spéculations. Certains y virent une allusion directe à une technologie secrète, potentiellement issue du Reich, et cachée quelque part dans la blancheur infinie de l'Antarctique. Depuis, la théorie de la base secrète nazie n'a jamais cessé de circuler. Certains pensent qu'elle a été détruite. D'autres qu'elle existe toujours, peut-être abandonnée, peut-être habitée par des descendants du Reich, ou par des forces moins humaines encore. L'idée que le régime ait pu survivre, muter, et s'enterrer dans les confins du monde, loin des regards, a quelque chose de terrifiant et de fascinant. Le plus étrange, c'est que même aujourd'hui, l'Antarctique reste un continent verrouillé. Aucun survol libre, aucune expédition sans autorisation. Certains diront que c'est pour des raisons environnementales. D'autres, qu'il y a encore des choses là-bas qu'on préfère ne pas expliquer. Peut-être que quelque part, sous des kilomètres de glace, se trouve encore une porte. Fermée. En sommeil. En attente d'être rouverte. On dit que tout commence bien avant la Seconde Guerre mondiale, dans les salons secrets d'une Allemagne encore marquée par sa défaite de 1918. L'humiliation du traité de Versailles a laissé des blessures profondes, et dans certains cercles, on cherche une revanche, mais pas seulement militaire, une revanche spirituelle, cosmique, presque divine. C'est dans cette ambiance de frustration et de quête d'un ordre nouveau qu'apparaît une organisation mystérieuse, la Société du Vril. Le mot Vril vient d'un roman de science-fiction écrit en 1871 par Edward Bulwer-Lytton, intitulé The Coming Race. Dans ce récit, une race souterraine avancée vit cachée sous la surface de la Terre, utilisant une énergie cosmique appelée Vril pour alimenter toutes ces technologies. Cette force, fluide, subtile, serait capable de soigner, de tuer, de déplacer des objets, de contrôler la matière. Un pouvoir absolu, en somme. À la fin des années 1910 et 1920, certains intellectuels et mystiques allemands prennent ce roman au sérieux. Ils y voient une vérité déguisée, un message codé. Et c'est ainsi qu'un petit cercle se forme, composé de théosophes, d'occultistes, d'aristocrates déchus et de figures énigmatiques. Parmi eux, des femmes. Certaines prétendent entrer en transe et communiquer avec des êtres venus d'un autre monde, parfois de l'intérieur de la Terre, parfois d'un autre système solaire. Leurs séances donnent naissance à des schémas étranges, des alphabets inconnus, et même des plans mécaniques. La plus célèbre de ces figures s'appelle Maria Orsic. On dit qu'elle était une médium d'une beauté saisissante, connue pour sa longue chevelure et son regard lointain. Elle aurait reçu, par écriture automatique, des messages d'un peuple venu d'Aldébaran, une étoile située à 65 années-lumière. Ces entités lui auraient transmis les plans d'une machine volante, un engin circulaire utilisant l'énergie du Vril pour défier la gravité. Maria Orsic n'est pas seule. D'autres femmes, tout aussi énigmatiques, auraient formé un noyau spirituel à l'intérieur de la société. Leurs cheveux longs auraient été portés comme des antennes, selon les rumeurs. Leurs dessins, leurs textes, sont remplis de symboles runiques, de chiffres et d'idéogrammes inconnus. Ce que les théoriciens du complot avancent, c'est que ces plans auraient été pris au sérieux par certaines factions du régime nazi, notamment celles liées à l'ANNERB, l'institut de recherche ésotérique fondé par Himmler. Des ingénieurs auraient été mis à contribution. Des prototypes auraient été construits. Des soucoupes, appelées Onbu ou Vril, auraient été testées en Bavière,
puis dissimulée. Mais il y a une autre version, plus troublante encore, selon certains récits, la société du Vril ne se serait jamais dissoute. Elle aurait continué à exister, en marge du pouvoir, opérant depuis l'ombre. Et quand le Reich s'effondra, elle aurait disparu. Pas en se cachant, mais en partant. Des documents apocryphes affirment que, dans les dernières semaines de la guerre, Maria Orsic aurait envoyé un dernier message à ses adeptes. Une simple phrase, « Personne ne reste ici ». Après cela, plus aucune trace d'elle. Elle aurait fui vers l'Antarctique, ou, selon les versions les plus fantastiques, aurait embarqué dans un vaisseau construit à partir des plans venus d'Aldébaran. Direction les étoiles. Il n'existe aucune preuve concrète de l'existence de la société du Vril. Les noms, les visages, les documents sont tous flous, perdus entre le mythe et l'histoire secrète. Et pourtant, leur influence est réelle. Le mythe du Vril a alimenté des générations d'écrivains, de chercheurs, de complotistes, de cinéastes. Il incarne cette obsession allemande de l'époque, la quête d'un pouvoir absolu, venant d'une sagesse ancienne ou étrangère, censée restaurer la grandeur perdue. On pourrait croire que le Troisième Reich n'était qu'une machine militaire froide, rigide, rationnelle. Mais derrière l'uniforme, derrière les discours rageurs et les tanks en marche, se cachait un monde étrange, un monde de rituels secrets, de symboles anciens, de croyances mystiques tirées des brumes d'un passé rêvé. Et à la tête de cette dimension occulte du nazisme, il y avait un homme, Heinrich Himmler, le chef de la SS. Himmler n'était pas un soldat dans l'âme, ni même un stratège. C'était un idéologue, un homme hanté par l'idée de pureté raciale, de mission sacrée, de racines mythiques. Il croyait fermement que les Allemands descendaient d'une race supérieure et ancienne, une civilisation presque divine, les Hyperboréens, ou les Aryens originels, venus du Nord glacé. Pour prouver ses croyances, il créa une organisation très spéciale au sein de la SS, l'Annerb, littéralement l'héritage des ancêtres. Officiellement, cette unité menait des recherches historiques et archéologiques. Officieusement, elle cherchait les traces d'une sagesse ancienne, d'un pouvoir perdu, que les nazis pourraient exploiter. L'Annerb envoya des missions dans les montagnes du Tibet, à la recherche du légendaire royaume de Shambhala. D'autres équipes furent dépêchées en Islande, au Moyen-Orient et dans les Alpes bavaroises. Ils cherchaient des artefacts, des symboles, des écrits oubliés. Des rumeurs disent même qu'ils tentaient d'entrer en contact avec des entités d'un autre plan, ou des maîtres invisibles censés guider le destin de l'humanité depuis des éons. Au centre de cette quête, il y avait le château de Wewelsburg, en Westphalie. Himmler en fit le cœur spirituel de la SS, un lieu de retraite et de rituel, un Vatican noir. Les membres les plus haut placés y étaient conviés pour participer à des cérémonies très codifiées. Dans la salle principale, un cercle de pierre gravé d'un symbole énigmatique appelé Soleil Noir, il méditait sur le destin du monde, sur la mission sacrée du Reich, sur le retour des anciennes puissances. La SS elle-même était structurée comme un ordre chevaleresque, une nouvelle version des Templiers ou des Chevaliers teutoniques. Les cérémonies d'entrée ressemblaient à des initiations occultes. Himmler voulait créer une élite non seulement militaire, mais ésotérique, une caste de prêtres-soldats voués à la renaissance du monde arien. On raconte que certains officiers pratiquaient des rituels secrets avant les grandes offensives, invoquant les anciens dieux germaniques, Odin, Thor, Wotan. D'autres se livraient à des expériences étranges, mêlant runes magiques, alchimie et influence orientale. Et Hitler, dans tout ça? Il restait à la fois fasciné et distant. Il n'aimait pas trop que Himmler pousse aussi loin l'ésotérisme, mais il comprenait le pouvoir symbolique de ses croyances. Il savait que l'imaginaire et le mysticisme pouvaient envoûter les masses. Il laissait faire, tant que cela servait la cause. Vers la fin de la guerre, les rituels cessèrent peu à peu. Le château de Wewelsburg fut en partie détruit par les nazis eux-mêmes, pour éviter que les Alliés ne découvrent ce qu'ils y faisaient réellement. Les archives de l'Annerb furent dispersées, certaines détruites, d'autres récupérées par les Russes ou les Américains. Mais les rumeurs, elles, n'ont jamais disparu. Certains pensent que les nazis étaient sur le point de découvrir un secret ancien, une force cachée, qui aurait pu changer le cours de la guerre.
D'autres croient que ces rituels ont laissé des traces, que certains cercles occultes dans le monde actuel en sont les héritiers discrets. Et dans la salle souterraine du château de Wewelsburg, aujourd'hui restaurée, on peut encore voir le symbole du soleil noir gravé dans la pierre. Froid, silencieux, mais toujours là. Comme si quelque chose, quelque part, attendait encore d'être réveillé. Depuis l'aube des empires, les chefs d'État ont toujours utilisé des sosies pour leur sécurité, des hommes soigneusement choisis, formés à imiter leur posture, leur voix, leur démarche, utilisés pour tromper les ennemis ou détourner une tentative d'assassinat. Staline en avait plusieurs. Saddam Hussein aussi. Alors pourquoi pas Hitler ? Selon plusieurs témoins et documents indirects, le Führer aurait eu recours à des doubles humains dès le début de son ascension au pouvoir. Dès les années 1930, il était une cible. Le simple fait de se déplacer en public, dans une foule, était un risque. Il aurait donc été logique que ces services de sécurité, le RSD, puis la SS, aient recours à cette méthode. Ce n'était pas simplement pour détourner les balles. C'était aussi, dit-on, pour préserver un mystère autour de sa présence réelle. Où était Hitler ? Dans quel train ? Dans quel bunker ? Dans quelle ville ? S'il était aperçu à Munich et à Berlin le même jour, qui pouvait savoir où frapper ? La confusion était une arme. Parmi les rumeurs les plus persistantes, on évoque au moins 2 doubles identifiés au sein du cercle proche de la chancellerie. L'un d'eux, un certain Gustav Weller, aurait été retrouvé mort dans le bunker de Berlin, déguisé en Hitler, dans les jours suivant la chute du Reich. Selon des rapports soviétiques, son cadavre portait la moustache et la coiffure du Führer, mais l'autopsie aurait révélé qu'il ne s'agissait pas de lui. Pourtant, certaines photos ont été utilisées dans les années d'après-guerre pour prouver la mort d'Hitler, notamment dans la presse soviétique. Et c'est là que naît le doute. Si le corps retrouvé dans le jardin de la chancellerie avait été brûlé au point d'être méconnaissable, et si un autre homme, ressemblant fortement à Hitler, avait été retrouvé mort à proximité, n'est-il pas possible que la confusion ait été volontairement créée ? Les partisans de cette théorie affirment que Hitler, voyant la fin approcher, aurait préparé une fausse mort, en utilisant un sosie comme leur, pendant qu'il fuyait discrètement par un tunnel secret ou à bord d'un avion en direction d'un aéroport sécurisé. L'idée n'a rien d'impossible, surtout dans le contexte du chaos berlinois d'avril 1945. La ville était à feu et à sang, les communications coupées, les témoins peu fiables ou morts. Le moment parfait pour une disparition orchestrée. Plus troublant encore, certains témoignages d'après-guerre prétendent que les services soviétiques auraient retrouvé plusieurs Hitler vivants, des hommes ressemblants, confus, capturés ou tués, sans que leurs identités ne soient formellement établies. Dans les archives du KGB, certains rapports évoquent des interrogatoires de prisonniers qui croyaient être Hitler. Faux souvenirs ? Dérèglement mental ? Ou double conditionnés à y croire eux-mêmes ? Certains chercheurs ont même avancé que Hitler aurait entraîné ses doubles non seulement à le ressembler physiquement, mais aussi à adopter ses tics, ses discours, ses obsessions, au point que la frontière entre l'original et la copie aurait pu devenir floue. Ce ne serait pas seulement un stratagème militaire, ce serait une mise en scène totale, un théâtre de confusion, où la vérité serait à jamais dissimulée sous des couches d'illusion. Évidemment, aucune preuve irréfutable de l'existence de plusieurs Hitler en service n'a jamais été retrouvée. Pas de registre, pas de photo officielle. Mais l'absence même de traces est ce qui alimente le feu du soupçon. Car dans les régimes fondés sur la peur, le contrôle de l'image est une arme absolue. Et qui mieux que Hitler l'avait compris ? Quand la guerre prit fin, les horreurs du régime nazi commencèrent à être exposées au grand jour. Camps de concentration, expérimentation médicale, massacres systématiques. Le monde découvrit l'ampleur du crime. Les procès de Nuremberg furent mis en place pour juger les responsables. Mais pendant que les projecteurs se braquaient sur les figures visibles du Troisième Reich, d'autres, des milliers, disparaissaient dans l'ombre. Parmi eux, des officiers SS, des médecins des camps, des chefs de la Gestapo, des collaborateurs notoires. Tous savaient qu'ils risquaient la pendaison ou la prison à vie.
Ils avaient besoin d'une sortie. Et selon de nombreuses enquêtes, cette sortie leur fut offerte par des réseaux secrets, surnommés les Ratlines. Ces filières de fuite traversaient l'Europe d'après-guerre, passant par l'Italie, l'Espagne et le Vatican. Elles utilisaient de faux papiers, des passeports de la Croix-Rouge, des identités fabriquées. Le tout sous une organisation discrète, mais redoutablement efficace. Le rôle du Vatican dans cette histoire est l'objet de débats depuis des décennies. Ce que l'on sait, c'est qu'une section du Saint-Siège, dirigée par certains membres du clergé, aurait facilité l'exfiltration de criminels nazis, notamment à travers l'Argentine, le Paraguay, le Brésil ou la Syrie. Parmi les noms souvent cités figure Mgr Alois Udall, un évêque autrichien proche de certains cercles du Vatican. Udall était un sympathisant affiché du fascisme, convaincu que les nazis, malgré leurs crimes, restaient des remparts utiles contre le communisme soviétique. Il aurait utilisé son poste au sein du collège pontifical de Rome pour fournir des papiers d'identité, des recommandations, et même de l'argent à d'anciens nazis, les aidant à quitter l'Europe via Gênes ou Rome. Des figures majeures du régime auraient profité de ces Ratlines. Parmi elles, Adolf Eichmann, l'organisateur de la logistique de la « solution finale », qui parvint à fuir en Argentine où il vécut sous une fausse identité jusqu'à son enlèvement par le Mossad en 1960. Joseph Mengele, le médecin d'Auschwitz, tristement célèbre pour ses expérimentations inhumaines, qui passa en Amérique du Sud et vécut libre pendant des décennies. Klaus Barbie, le boucher de Lyon, chef de la Gestapo dans la région lyonnaise, qui rejoignit la Bolivie avec l'aide d'intermédiaires religieux. Officiellement, le Vatican n'a jamais reconnu avoir aidé ces hommes à fuir. Mais des documents déclassifiés, des témoignages et des enquêtes menées depuis les années 1980 pointent vers une tolérance, voire une collaboration tacite, au sein de certains cercles de l'Église. La priorité, pour beaucoup, était alors de protéger l'Europe chrétienne contre le communisme, considéré comme une menace bien plus directe à cette époque. Pour d'autres membres du clergé, c'était une question de miséricorde, aider les fugitifs à se racheter, à recommencer une nouvelle vie. Une vision naïve, dangereuse ou complice, selon le regard qu'on y porte. Certains disent que le pape Pie XII lui-même était au courant, ou du moins fermait les yeux. D'autres affirment qu'il s'agissait d'une poignée de religieux agissant de leur propre chef, à la marge du Vatican. Mais le fait est que ces réseaux ont fonctionné. Efficacement. Longtemps. Aujourd'hui, de nombreux historiens estiment que plus de 5000 nazis ont fui l'Europe grâce aux Ratlines, la majorité à destination de l'Amérique du Sud. Là-bas, certains ont refait leur vie. D'autres ont continué à militer, à organiser, à rêver d'un retour du Reich. Elle était souvent appelée la 8e merveille du monde. Un chef-d'œuvre unique, entièrement composé de panneaux d'ambre sculptés, d'or, de miroirs et de pierres précieuses, assemblés comme une œuvre de joaillerie à l'échelle d'une pièce entière. Cette merveille était la chambre d'ambre, un cadeau offert au XVIIIe siècle par le roi de Prusse au tsar Pierre le Grand, un symbole de paix entre les deux puissances. Elle fut installée au palais Catherine, à Tsarskoïe Selo, près de Saint-Pétersbourg, où elle attira l'admiration du monde entier pendant près de 2 siècles. Lorsque les armées allemandes envahirent l'Union soviétique en 1941, la chambre était toujours là. Les conservateurs du musée, pris de panique, tentèrent de démonter les panneaux pour les cacher, mais l'ambre, fragile et cassant, ne supportait pas d'être déplacé. Faute de mieux, ils recouvrirent la pièce de papier Kraft, espérant la dissimuler aux nazis. En vain. Les soldats allemands, dès leur arrivée, comprirent immédiatement ce qu'ils avaient sous les yeux. La pièce fut démontée soigneusement, emballée et transportée en Allemagne, sous supervision militaire. Son point d'arrivée, le château de Königsberg, en Prusse orientale, aujourd'hui Kaliningrad. Là, selon les archives, la chambre fut réassemblée et exposée dans un musée. Puis la guerre s'intensifia. En 1944, l'armée rouge approchait de Königsberg. Les bombardements alliés réduisirent la ville en cendres. Et la chambre d'ambre disparut. Les Russes, à la reprise de la ville, cherchèrent partout. Rien. Pas un panneau, pas une caisse, pas une trace.
Certaines versions affirment qu'elle fut détruite dans les flammes lors d'un bombardement. D'autres disent qu'elle avait été redémontée et cachée dans une mine ou un convoi qui n'est jamais arrivé à destination. Plusieurs témoins allemands évoquèrent des ordres de Himmler ou Göring de mettre l'œuvre à l'abri dans les montagnes bavaroises ou en Autriche. Mais aucun indice concret ne permit de la retrouver. Après la guerre, la chambre d'ambre devint l'un des plus grands mystères artistiques du XXe siècle. Des chasseurs de trésors fouillèrent les mines, les forêts, les tunnels. Des plongeurs explorèrent les lacs gelés. Chaque décennie, de nouvelles rumeurs refaisaient surface, un panneau retrouvé dans un marché noir, une caisse scellée découverte dans une cave d'un château allemand, des documents partiellement brûlés pointant vers la Tchécoslovaquie ou la Biélorussie. Mais rien de définitif. Dans les années 1970, les autorités soviétiques décidèrent de reconstruire la chambre à l'identique, en se basant sur des photographies anciennes et des fragments originaux. Il fallut plus de 20 ans à des artisans russes pour la recréer, avec la même minutie, la même chaleur lumineuse de l'ambre véritable, la même opulence baroque. En 2003, la nouvelle chambre d'ambre fut inaugurée au Palais Catherine. Belle, saisissante, mais marquée par une absence. Car l'original, elle, reste introuvable. Certains pensent qu'elle existe encore, intacte, quelque part dans une salle souterraine oubliée. D'autres croient qu'elle a été détruite par le feu ou l'eau. Et il y a ceux qui parlent de malédiction, disant que tous ceux qui l'ont approchée, volée ou recherchée sont morts prématurément, de façon étrange ou tragique. Ce serait la vengeance silencieuse d'une œuvre trop parfaite, arrachée à son écrin par la guerre et la cupidité. Berlin, 30 avril 1945. La ville est en ruine, l'armée rouge avance rue par rue, les obus tombent à quelques centaines de mètres du bunker de la chancellerie. À l'intérieur, Adolf Hitler est cloîtré depuis des semaines, entouré de quelques fidèles. Officiellement, ce jour-là, il se donne la mort avec sa compagne Eva Braun, qu'il a épousée la veille. Leurs corps sont ensuite aspergés d'essence et brûlés à la hâte dans les jardins de la chancellerie, sous les bombardements. C'est la version officielle. Celle enseignée dans les livres, confirmée par les témoignages de ses proches. Mais très vite, des zones d'ombre apparaissent. Les soviétiques, qui sont les premiers à atteindre les lieux, refusent pendant longtemps de montrer les restes. Leurs déclarations sont contradictoires. Ils annoncent d'abord que le corps d'Hitler a été retrouvé, puis qu'il s'est échappé, puis qu'ils n'en sont plus sûrs. Staline lui-même dit à Truman, à Potsdam, que Hitler a probablement réussi à fuir. Pourquoi? Pour semer la confusion? Ou parce que les indices ne collaient pas? Les services secrets alliés, eux aussi, restent sur leur garde. Pendant plusieurs années après la guerre, le FBI et la CIA reçoivent des centaines de rapports provenant d'Amérique latine, d'Europe, d'Afrique. Tous affirment avoir vu Hitler, ou un homme lui ressemblant. La plupart sont sans fondement. Mais certains attirent l'attention. Notamment ceux venant d'Argentine. Le pays dirigé à l'époque par le président Juan Perón avait des liens troubles avec le Reich. De nombreux criminels de guerre allemands ont pu s'y réfugier grâce à un réseau de fuite connu sous le nom de Ratlin, souvent facilité par des membres de l'Église catholique ou des sympathisants nazis en Espagne et en Italie. Adolf Eichmann y fut retrouvé en 1960. Joseph Mengele, lui, y vécut pendant des années. Alors pourquoi pas Hitler? Selon cette théorie, le Führer aurait quitté Berlin avant l'arrivée des Soviétiques, via un réseau de tunnels, puis un avion ou un sous-marin. Le U-530 et le U-977, deux sous-marins allemands mystérieusement arrivés en Argentine des semaines après la fin de la guerre, sont souvent cités comme véhicules possibles de cette fuite. Le Führer aurait débarqué sur la côte argentine ou sur celle du sud du Brésil, avant de rejoindre une hacienda isolée dans la région de la Patagonie. Certains affirment qu'il aurait vécu sous une fausse identité, dans un petit village au pied des Andes, entouré d'anciens officiers SS et protégé par le silence de la communauté allemande locale. Des photos floues, des témoignages d'anciens soldats, des anecdotes étranges circulent, un homme très âgé, parlant un allemand impeccable, vivant reclus, protégé par des gardes, des empreintes dentaires ressemblantes,
même une lettre, découverte dans des archives allemandes, faisant référence à notre chef vivant en Argentine. En 2009, une équipe de journalistes lança une enquête de terrain en Argentine. Dans la province de Neuquén, ils découvrirent une villa abandonnée construite en pleine jungle, avec une architecture très européenne, une tour de guet, des pièces cachées, et même un puits d'évacuation souterrain. Sur les murs, on retrouva des carrelages allemands datant des années 1930. Les inscriptions sur les boîtes retrouvées dans la cave étaient écrites en allemand. Rien ne permettait de lier directement le lieu à Hitler, mais l'ambiance, les détails, la dissimulation semblaient raconter une histoire. Plus récemment, certains chercheurs ont remis en doute l'authenticité des restes présentés par les soviétiques. En 2009, une équipe d'ADN travaillant pour une chaîne américaine a analysé un morceau de crâne censé appartenir à Hitler, conservé à Moscou. Surprise, l'ADN était celui d'une femme. Le doute est immédiatement relancé. Évidemment, cette théorie est rejetée par la majorité des historiens sérieux. Le consensus reste que Hitler s'est bien suicidé en 1945. Pourtant, l'idée qu'il ait pu fuir, qu'il ait échappé à la justice, et qu'il ait fini ses jours sous un faux nom, dans la chaleur d'un coin perdu de l'Amérique du Sud, reste une hypothèse que certains ne peuvent totalement écarter. Rudolf Hess était l'un des plus proches compagnons d'Hitler. Membre du parti nazi depuis ses débuts, il avait combattu à ses côtés, rédigé avec lui Mein Kampf dans les geôles de Landsberg, grimpé les échelons jusqu'à devenir le numéro 3 du Reich. Officiellement, il était le représentant du Führer pour toutes les questions du parti. Officieusement, il était un fidèle parmi les fidèles, austère, dévoué, totalement absorbé par la mission du Reich. Et pourtant, en mai 1941, alors que l'Allemagne est à l'apogée de sa puissance militaire, en pleine préparation de l'invasion de l'Union soviétique, Rudolf Hess monte seul dans un avion, un Messerschmitt Bf 110, et décolle en secret en direction de l'Écosse. Il vole pendant plusieurs heures, traverse la mer du Nord, puis saute en parachute au-dessus du sol britannique, où il est rapidement capturé par des fermiers. Le choc est immense. Personne ne comprend. Pourquoi un haut dignitaire nazi, au cœur du système, aurait-il entrepris une telle mission suicidaire? Les Britanniques l'enferment. Churchill est informé. À Berlin, c'est la panique. Hitler est furieux. Il déclare que Hess est devenu fou, qu'il a agi de son propre chef. Il le déchoit de toutes ses fonctions. Officiellement, l'Allemagne le renie. Officiellement. Mais les zones d'ombre sont nombreuses. Car Hess n'a pas sauté dans un champ au hasard. Il visait le château de Dungavel, propriété du duc de Hamilton, qu'il croyait être un contact possible pour négocier une paix séparée entre l'Allemagne et le Royaume-Uni. Selon certaines versions, Hess aurait pensé qu'une faction britannique, monarchiste, conservatrice, anticommuniste, serait prête à renverser Churchill pour faire alliance avec le Reich contre Staline. Il aurait voulu éviter la guerre sur deux fronts. Mais ces idées étaient-elles les siennes, ou celles de quelqu'un d'autre? Certains historiens suggèrent que le vol de Hess n'était pas une mission personnelle, mais une opération secrète, approuvée en coulisses par une partie du régime nazi, voire par Hitler lui-même. Ce serait un plan de dernière chance, offrir aux Britanniques une sortie de guerre, les convaincre de laisser l'Allemagne détruire l'Union soviétique, puis reconstruire l'Europe sous une paix honorable. Le problème, c'est que les Britanniques n'ont jamais mordu à l'hameçon. Churchill aurait catégoriquement refusé toute négociation avec les nazis, quelles que soient les conditions. D'autres hypothèses vont plus loin. Certains affirment que les services secrets britanniques étaient au courant à l'avance. Qu'ils ont manipulé Hess en lui faisant croire qu'il avait des alliés au sein de la haute société britannique. Un piège, pour désorganiser le Reich ou obtenir des informations cruciales sur leurs intentions à l'Est. Cette théorie expliquerait pourquoi Hess semblait confiant à l'atterrissage, persuadé qu'on l'accueillerait comme un négociateur officiel, et non comme un traître fou. Ce qui est certain, c'est que le régime nazi ne voulut jamais qu'on fouille trop loin dans cette affaire. Hess passa le reste de la guerre dans une prison britannique, sans procès. En 1945, il fut condamné à perpétuité à Nuremberg, sans qu'on ait vraiment compris les raisons de son acte.
Et ensuite, il fut transféré à la prison de Spandau, à Berlin-Ouest, où il resta seul prisonnier pendant des décennies. Jusqu'à sa mort, en 1987. Sa mort elle-même est entourée de mystères. Officiellement, il se serait pendu, à 93 ans, dans un pavillon de jardin surveillé. Mais ses partisans, et certains anciens gardiens, ont affirmé qu'il était trop faible physiquement pour se suicider, et qu'il avait été éliminé. Pourquoi? Pour l'empêcher de parler? Pour l'empêcher de révéler ce qui s'était vraiment passé en 1941? Rudolf Hess est devenu une énigme vivante. Une figure spectrale, enfermée dans une cage diplomatique. Un homme qui savait peut-être quelque chose d'immense, mais qu'on a laissé se taire, lentement, jusqu'à l'oubli. Les derniers mois du Troisième Reich étaient un chaos de flammes, de décombres et de peur. Les armées alliées avançaient inexorablement depuis l'ouest, l'armée rouge pilonnait Berlin depuis l'est. Les villes tombaient les unes après les autres. Et dans ce tumulte, un autre type de guerre se jouait, plus silencieuse, plus sournoise, la disparition organisée de richesses colossales. Depuis le début de la guerre, les nazis avaient accumulé une quantité phénoménale d'or, d'œuvres d'art, de pierres précieuses, de devises étrangères. Ils avaient pillé les banques centrales des pays occupés, vidé les coffres des familles juives déportées, récupéré les collections privées de musées entiers. Ce trésor, estimé à plusieurs milliards de dollars actuels, avait été entreposé dans des lieux divers, banques suisses, coffres souterrains, mines abandonnées. Mais à la fin de la guerre, une grande partie de ce butin s'évanouit dans la nature. La rumeur la plus célèbre concerne un train. En avril 1945, dans les montagnes de Basse-Silésie, une région qui se trouve aujourd'hui en Pologne, un train blindé aurait quitté Breslau, actuel Wrocław, chargé de tonnes d'or, de caisses remplies de lingots, de tableaux de maîtres, de statues, de manuscrits rares. Escorté par des SS, il aurait roulé en pleine nuit, à travers les forêts, en direction de la région montagneuse de Walbrzych. Et puis, plus rien. Le train aurait disparu, littéralement. Certains disent qu'il a été caché dans un tunnel ferroviaire creusé sous la montagne, un projet top secret que les nazis appelaient le Géant. Ces tunnels, immenses et encore en partie inexplorés aujourd'hui, devaient abriter soit des usines souterraines, soit un QG du Führer, soit des arsenaux cachés. Mais ils auraient aussi servi à dissimuler les dernières richesses du régime, dans l'espoir d'un jour les récupérer. Pendant des décennies, des chasseurs de trésors, des historiens amateurs, des aventuriers venus du monde entier se sont lancés à la recherche de ce fameux train d'or nazi. Des radars souterrains ont été utilisés. Des excavations ont été autorisées et d'autres interdites, sans raison claire. En 2015, 2 Polonais ont affirmé l'avoir localisé, enfoui sous une colline. La nouvelle a fait la une des journaux internationaux. Mais malgré plusieurs tentatives de fouilles, aucun train n'a jamais été officiellement retrouvé. Était-ce une fausse piste? Ou l'accès est-il encore verrouillé par des secrets d'État ou des intérêts plus sombres? Mais le train de Walbrzych n'est qu'une pièce du puzzle. D'autres rumeurs parlent de camions chargés d'or coulés au fond de lacs alpins, comme le lac Toplitz en Autriche, où des plongeurs auraient retrouvé des caisses remplies de faux billets, une opération de sabotage économique lancée par les nazis. D'autres encore évoquent des convois partis vers l'Amérique du Sud, contenant non seulement de l'or, mais aussi des archives, des objets ésotériques, et peut-être des plans pour un « quatrième Reich invisible ». Certains documents déclassifiés évoquent des transferts massifs de fonds vers des comptes bancaires suisses ou sud-américains, sous des noms d'emprunt, parfois liés à des identités nazies disparues. Les pistes se brouillent, les témoins meurent, les traces s'effacent. Lorsque les bombes cessèrent de tomber sur l'Europe en mai 1945, les Américains, les Soviétiques et les Britanniques se lancèrent dans une nouvelle guerre, silencieuse cette fois, mais tout aussi brutale, celle de la récupération des cerveaux nazis. Parmi les ruines du Reich, des centaines de scientifiques, d'ingénieurs, de chimistes, de médecins, tous autrefois au service d'Hitler, attendaient de savoir quel sort leur serait réservé. Certains avaient mené des expériences atroces, d'autres avaient conçu des armes futuristes. Mais tous possédaient une chose que les vainqueurs convoitaient plus que tout, le savoir.
C'est dans ce contexte qu'est née l'opération Paperclip. Officiellement, elle n'a jamais existé. Officieusement, elle fut l'une des opérations les plus cyniques et les plus efficaces de l'histoire américaine. L'idée était simple, récupérer le maximum de scientifiques nazis avant que les soviétiques ne le fassent. Le nom de l'opération vient des trombones que les agents de renseignement américains utilisaient pour attacher les dossiers des scientifiques jugés utiles, même si ces derniers étaient entachés de crimes de guerre. On modifiait leur biographie, on effaçait leurs liens avec le parti nazi, on réécrivait leur passé pour les rendre présentables aux yeux de l'opinion publique. Parmi les recrues les plus célèbres, il y avait Werner von Braun, le génie derrière les fusées V2, ces armes de représailles qui s'abattaient sur Londres pendant la guerre. Von Braun était un membre de la SS, un proche du pouvoir nazi, et ses installations de production faisaient appel au travail forcé, parfois à la mort. Mais il savait comment construire des fusées capables d'atteindre l'espace. Alors on l'a gracié. On lui a donné une nouvelle vie. Et on l'a emmené aux États-Unis. Lui, et des centaines d'autres. Des ingénieurs en propulsion, des spécialistes en armement chimique, des médecins militaires, parfois même des anciens criminels de guerre. Tous furent accueillis, intégrés dans des laboratoires, dans des centres de recherche, parfois même dans des programmes ultra secrets comme ceux de la CIA ou du département de la Défense. Von Braun, lui, ira plus loin que tous. Il deviendra l'un des pères du programme spatial américain. C'est grâce à ses travaux, à ses idées, à ses plans, perfectionnés à l'origine pour le Reich, que les États-Unis enverront un homme sur la Lune en 1969. Il apparaîtra à la télévision, souriant, élégant, sans que personne ne mentionne ses années passées à superviser des usines souterraines où des milliers de prisonniers sont morts. Cette récupération ne s'est pas faite sans tension. À l'intérieur même du gouvernement américain, des voix se sont élevées. Certains agents du renseignement ont refusé de participer. Mais la logique de la guerre froide l'a emporté. Mieux valait avoir ces hommes avec soi que contre soi. Mieux valait les avoir en Floride ou au Texas que dans un laboratoire sibérien. L'opération Paperclip est restée classifiée pendant des décennies. Ce n'est qu'à partir des années 1980 que les documents ont commencé à être rendus publics. Ils révélaient l'ampleur du programme, les noms des scientifiques, les manipulations des dossiers. Le choc fut grand pour l'opinion, mais le mal était fait. Les héritiers techniques du Reich avaient déjà contribué à bâtir l'Amérique moderne. Pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale, les communications militaires allemandes étaient protégées par des systèmes de cryptage avancés. Le plus célèbre d'entre eux est bien sûr la machine Enigma, une sorte de machine à écrire modifiée, dont les combinaisons de lettres changeaient chaque jour selon un réglage précis. Grâce à elle, les nazis pensaient leurs messages indéchiffrables. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'au même moment, dans un manoir discret en Angleterre, une équipe de mathématiciens, de linguistes et de génies logiques, dirigée par Alan Turing, travaillait nuit et jour à casser ces codes. Grâce à la machine qu'ils mirent au point à Bletchley Park, les Alliés purent déchiffrer des milliers de messages nazis en temps réel. Ce fut un tournant décisif de la guerre. Mais ce que peu de gens savent, c'est que tous les codes n'ont pas été cassés. À la fin de la guerre, alors que les Alliés saisissaient des archives allemandes dans les bunkers, les bureaux du Reich, les sous-marins, les avions abattus, ils mirent la main sur des séries de messages chiffrés impossibles à décrypter. Certains utilisaient Enigma, mais avec des variations inédites. D'autres semblaient provenir d'un système de cryptage encore plus complexe, peut-être une version améliorée, ou une machine totalement différente. Leur contenu, leurs destinataires, leurs auteurs, tout reste inconnu. Parmi les plus célèbres, un message intercepté par la Royal Navy en avril 1945, en provenance d'un sous-marin allemand disparu depuis, une suite de chiffres, de lettres, de symboles, sans aucun sens apparent. Tentative de décryptage, échec. À ce jour, il n'a jamais été compris. Autre exemple, un carnet retrouvé dans les décombres d'un avion de la Luftwaffe abattu en Bavière, contenant une série de messages en code indéchiffrables même par Enigma, selon les experts. On pense que certains de ces messages contenaient des instructions de dernière minute pour des opérations d'évasion, ou des informations cruciales sur des emplacements secrets,
comptes bancaires, cachettes, itinéraires de fuite, voire emplacement de trésors cachés ou de technologies à détruire. Les plus paranoïaques affirment que certains de ces messages contiennent des coordonnées, des codes d'accès à des bunkers jamais découverts, des noms d'agents restés en place après la guerre. Il y aurait même, dans certains cercles très restreints, l'idée que des instructions dormantes ont été laissées là, comme des graines d'un futur réveil. Des messages qui ne prendront sens que si quelqu'un, un héritier idéologique, les comprend un jour. Certaines agences de renseignement occidentales détiennent encore ces documents. Ils dorment dans des coffres, classés top secret, parfois même sans désignation. Car le problème n'est pas seulement de comprendre ce qu'ils disent. Le problème est que personne ne sait ce que cela pourrait provoquer s'ils étaient un jour déchiffrés. Et si ces messages contenaient des listes de noms encore actifs? Et s'ils indiquaient l'emplacement d'un dépôt d'armes chimiques ou nucléaires oublié? Et s'ils décrivaient des opérations jamais activées, des attentats prévus, des mécanismes financiers, des instructions pour une résurgence? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, la cryptanalyse moderne et les supercalculateurs ont permis de casser des codes que Turing aurait mis des mois à résoudre. Et pourtant, certains de ces messages tiennent toujours. Comme un coffre dont personne n'a encore la clé. Le 20 juillet 1944. Il est un peu plus de midi, dans le quartier général d'Adolf Hitler en Prusse orientale, un complexe ultra sécurisé connu sous le nom de la Wolfschanze, la tanière du loup. Ce lieu camouflé dans une forêt dense accueille quotidiennement des réunions militaires de haut niveau. Ce jour-là, une session stratégique réunit plusieurs généraux et officiers supérieurs. Parmi eux se trouve un homme que peu remarquent vraiment, le colonel Klaus von Stauffenberg. Stauffenberg, élégant, distingué, patriote, est un vétéran de la guerre en Afrique. Gravement blessé, il a perdu un œil, une main et 2 doigts de l'autre. Mais son esprit est intact, et son cœur brûle d'un feu dangereux, la révolte contre Hitler. Depuis plusieurs mois, il est devenu l'un des piliers d'un réseau de résistance allemande composé d'officiers, d'intellectuels et de diplomates. Ils ont compris que la guerre est perdue. Mais surtout, ils ont compris que Hitler est en train de détruire non seulement l'Allemagne, mais aussi son âme. Leur objectif est simple et fou à la fois, tuer Hitler, prendre le contrôle du gouvernement, faire la paix avec les Alliés, et sauver ce qui peut l'être. Le plan a été longuement préparé. Il porte un nom, Opération Valkyrie. À l'origine, c'est un protocole d'urgence mis en place par Hitler lui-même pour réprimer une révolte intérieure. Les conspirateurs veulent détourner ce plan à leur avantage. En faisant croire qu'un coup d'État SS a eu lieu après la mort du Führer, ils espèrent mobiliser les troupes de réserve pour prendre le contrôle de Berlin et neutraliser les nazis restants. Mais d'abord, il faut tuer Hitler. Ce 20 juillet, Stauffenberg transporte dans sa mallette une bombe artisanale, qu'il a lui-même activée quelques minutes plus tôt dans les toilettes du bâtiment. Il entre dans la salle de réunion, s'approche de la table où Hitler est penché sur des cartes, dépose discrètement la mallette près du Führer, puis prétexte un appel urgent pour quitter la pièce. Quelques minutes plus tard, à 12h42 exactement, l'explosion retentit. Le sol tremble. Les vitres éclatent. Des cris. De la fumée. Le chaos. Stauffenberg, de loin, croit que l'objectif est atteint. Il quitte immédiatement le site en voiture, puis en avion, convaincu que Hitler est mort. Il ne sait pas encore que le miracle, ou la malchance, a frappé, un des officiers présents, trouvant la mallette encombrante, l'a déplacée derrière un pied de table en chêne massif. Ce geste simple a sauvé Hitler. Certes blessé, légèrement brûlé, les tympans endommagés, mais toujours en vie. Et furieux. À Berlin, dans les premières heures qui suivent, les conspirateurs pensent que le plan a réussi. Les ordres sont donnés, les premiers mouvements s'enclenchent. Mais très vite, les nouvelles de la survie d'Hitler arrivent. L'opération s'effondre. Les loyautés changent de camp. Les hésitations deviennent des trahisons. En quelques heures, tout s'écroule. Stauffenberg est arrêté dans la cour du ministère de la Guerre. Il est exécuté sur le champ, dans la nuit, avec plusieurs de ses complices.
Mais la répression ne fait que commencer. Hitler, humilié, paranoïaque, lance une vague de représailles féroces. Plus de 7000 personnes sont arrêtées, près de 5000 seront exécutées. Certains sont pendus avec du fil de piano, filmés pour le plaisir du Führer. Les familles des conspirateurs sont déportées, parfois tuées. Le régime se durcit encore. La Wolfschanze devient un tombeau vivant. Et pourtant, malgré l'échec, le complot du 20 juillet 1944 est resté dans l'histoire comme l'un des plus grands actes de courage intérieur au sein de l'Allemagne nazie. Car ces hommes, Stauffenberg, Olbricht, Beck, Goerdeler et tant d'autres, n'ont pas seulement essayé de tuer un dictateur. Ils ont tenté de sauver l'honneur d'un peuple pris en otage. Quelque part, dans les entrailles d'un vieux château allemand au cœur de la Westphalie, une pièce circulaire existe toujours. Le sol est en pierre froide, gravé d'un symbole mystérieux à 12 branches qui évoque à la fois une roue solaire et un mandala venu d'un autre monde. Ce symbole, que l'on appelle aujourd'hui le Soleil Noir, Schwarzsonne, est entouré de silence, d'interdits et d'hypothèses vertigineuses. Ce lieu, c'est Wewelsburg, le château où Heinrich Himmler, chef de la SS, rêvait de bâtir le sanctuaire spirituel d'un nouvel ordre mondial. Officiellement, il n'y avait là qu'un centre de formation. Officieusement, certains affirment que s'y déroulait quelque chose de bien plus grand, un projet occulte d'ampleur cosmique. Le projet Soleil Noir, nom donné plus tard par des chercheurs alternatifs et des passionnés d'ésotérisme, aurait été une tentative de fusionner l'occultisme, la technologie et les sciences interdites pour produire une forme d'énergie absolue, une source infinie, capable de transformer la guerre et le monde. Personne ne sait exactement. Selon certaines versions, le Soleil Noir serait une énergie cosmique primordiale, une force oubliée par l'humanité moderne mais que les anciens peuples, les Atlantes, les Hyperboréens, les Ariens originels, connaissaient. Himmler aurait cru que cette énergie pouvait être réveillée à travers des rituels, des symboles runiques et des configurations astronomiques précises. Des plans retrouvés dans les archives de la SS montrent des schémas étranges, des antennes géantes, des chambres circulaires, des machines rappelant les accélérateurs de particules modernes, le tout mêlé à des formules alchimiques et des textes ésotériques. D'anciens ingénieurs allemands affirmeront après la guerre que certains de leurs collègues travaillaient sur des projets énergétiques alternatifs, en lien avec des concepts de rotation du vide, d'antigravité, ou même de portail dimensionnel. On raconte qu'en 1944, alors que la guerre allait de mal en pis pour l'Allemagne, un dernier essai fut mené dans une base secrète dans les montagnes. Une grande machine, surnommée la cloche, aurait été activée. Haute de plusieurs mètres, en métal brillant, entourée de câbles et de tiges de quartz, elle aurait été alimentée par un liquide violet radioactif appelé Xérum 525. La rumeur dit que lorsque la machine s'est mise en route, le sol a tremblé. Certains témoins ont parlé de distorsion du temps, d'oiseaux morts tombant du ciel, de gardes rendus fous. Et puis, plus rien. Le site aurait été abandonné. Les dossiers auraient été brûlés. Les chercheurs disparus, exécutés, ou recrutés par d'autres puissances dans le plus grand secret. Mais les curieux, les passionnés, les rêveurs, eux n'ont jamais cessé de chercher. Selon certaines théories, le Soleil Noir n'était pas seulement une arme ou une machine. C'était une tentative de contact, une ouverture vers une autre dimension. Un pont entre le monde visible et quelque chose de plus grand, plus ancien, plus obscur. Nous sommes en 1946, un an après la fin officielle de la guerre. Le monde est encore secoué, les ruines fument à peine, mais déjà les puissances victorieuses se repositionnent. Les États-Unis, sortis renforcés du conflit, lancent une opération d'envergure jamais vue en Antarctique, l'opération X-Jump. Officiellement, cette mission dirigée par l'amiral Richard Byrd avait pour but de tester les capacités militaires américaines dans les environnements extrêmes. En réalité, les moyens déployés faisaient frissonner, plus de 4700 hommes, 13 navires de guerre, un porte-avions, des sous-marins, des avions de reconnaissance, des bombardiers, des hydravions. Cela ressemblait plus à une force d'invasion qu'à une simple mission d'exploration.
l'expédition se dirigea vers le pôle sud. Elle établit une base appelée Little America 4 sur la barrière de Ross et débuta ses manœuvres. Mais très vite, les choses commencèrent à déraper. Certains appareils furent perdus, les conditions météorologiques furent décrites comme particulièrement violentes. Mais ce n'est pas tout. Moins de 2 mois après le début de la mission, les troupes furent rapatriées précipitamment. Aucun rapport officiel ne donna d'explication convaincante. Et dans les années qui suivirent, l'opération X-Jump devint un terrain fertile pour les spéculations. La théorie la plus persistante affirme que les États-Unis auraient découvert une base secrète nazie cachée sous les glaces de l'Antarctique, peut-être même la fameuse base 211, évoquée dans certaines archives du Troisième Reich. Cette base aurait été établie avant la fin de la guerre, à partir des expéditions allemandes de 1938 à 1939. Des sous-marins allemands auraient continué à l'alimenter jusqu'en 1945. Selon certains récits, cette base n'abritait pas seulement des soldats en fuite, mais aussi des technologies secrètes, des armes expérimentales, peut-être même des véhicules volants développés à partir de recherches sur l'antigravité. Ce sont ces fameuses soucoupes nazies, théorisées par certains chercheurs marginaux et évoquées dans les années 50 par des témoins décrivant des objets volants en forme de cloche ou de disque aperçus dans les régions polaires. La rumeur la plus extravagante, mais aussi la plus populaire parmi les amateurs de mystère, dit que les forces américaines de l'opération X-Jump auraient été attaquées par ces engins, surgis de nulle part, extrêmement rapides, silencieux et armés de technologies inconnues. Les avions américains auraient été abattus sans comprendre ce qui les frappait. Des marins auraient vu des lumières sortir de l'eau, puis repartir dans les airs à une vitesse impossible à suivre. Certains témoignages font état d'un ennemi invisible et terrifiant, qu'aucune arme conventionnelle ne semblait pouvoir atteindre. Quelques mois après son retour, l'amiral Byrd accorda une interview à un journal chilien dans laquelle il déclara que les États-Unis devaient se préparer à faire face à un ennemi capable de voler d'un pôle à l'autre à une vitesse incroyable. Cette phrase, simple, presque anodine, devint l'objet de 1000 interprétations. Pour certains, Byrd avait vu quelque chose. Pour d'autres, c'était une allusion voilée à une menace que le gouvernement américain ne voulait pas rendre publique. Pendant des années, l'opération X-Jump fut classée dans les dossiers militaires. Les rapports déclassifiés restent vagues, incomplets, presque muets sur certains événements. Il existe des zones blanches dans les carnets de bord. Des photographies ont disparu. Et ceux qui étaient présents sur place, pour la plupart, sont morts sans jamais parler. Ce silence nourrit encore aujourd'hui l'imaginaire de ceux qui croient que, quelque part dans l'étendue blanche de l'Antarctique, se cache un secret vieux de 80 ans. Une technologie oubliée. Une guerre inachevée. Ou peut-être, plus étrange encore, un contact avec quelque chose qui ne venait pas de ce monde. Pendant que les Alliés bombardaient les villes allemandes, que les troupes avançaient vers Berlin et que la guerre semblait perdue, une autre guerre, plus discrète, se jouait dans les souterrains du Reich. Là-bas, dans des complexes enfouis sous les montagnes ou dissimulés dans des forêts profondes, les nazis travaillaient sur des armes secrètes, des technologies tellement avancées qu'elles semblaient appartenir à la science-fiction. Parmi ces projets, certains se distinguaient par leur étrangeté. Ils ne ressemblaient pas à des fusées classiques, ni à des bombardiers ou des tanks. Il s'agissait de disques volants, d'engins sphériques ou en forme de cloche, conçus pour voler sans ailes, sans hélices, et à des vitesses défiant l'entendement. Le nom qui revient le plus souvent dans les témoignages et les documents partiels, le Honbu. Selon les archives fragmentaires retrouvées après la guerre, le Honbu aurait été un prototype de soucoupe volante militaire, développé par des ingénieurs allemands dès 1939. Il aurait été capable de décoller à la verticale, de planer, de tourner sur lui-même à très haute vitesse et de se déplacer à des altitudes inaccessibles aux avions alliés. Il y aurait eu plusieurs versions, chacune plus sophistiquée que la précédente. Le plus grand modèle, le Honbu 3, aurait fait plus de 25 mètres de diamètre. Il y avait aussi un autre projet, tout aussi mystérieux, le Vril, inspiré d'une société secrète du même nom. On racontait que ces femmes médiums, aux cheveux longs et noirs, communiquaient avec des entités venues d'un autre monde, qui leur auraient transmis des plans technologiques permettant de défier la gravité terrestre. Ces récits sont si incroyables qu'ils flirtent avec la pure légende.
Et pourtant, plusieurs ingénieurs allemands de l'époque ont évoqué, bien plus tard, des recherches sur l'antigravité et des tentatives de manipulation électromagnétique de l'espace-temps. Ce qui alimente le mystère, c'est ce que les Alliés ont vu, ou cru voir, à la fin de la guerre. Plusieurs pilotes de bombardiers américains et britanniques rapportèrent la présence, de nuit, de lumières dansantes, de sphères brillantes ou de formes argentées qui suivaient leurs avions sans jamais attaquer, ni être détectés au radar. On les appela les « Fouffigters ». À l'époque, personne ne savait ce que c'était. Certains pensaient à des armes secrètes nazies. D'autres à des phénomènes atmosphériques. Mais une chose était sûre, les pilotes n'étaient pas fous. Ils étaient nombreux à rapporter les mêmes observations. Après la guerre, l'histoire ne s'arrêta pas là. Les Américains et les Soviétiques récupérèrent des tonnes de documents, de pièces détachées, et surtout des ingénieurs. L'opération Paperclip permit aux États-Unis de faire venir en secret d'anciens savants du Reich, parfois proches du cercle d'Hitler, pour travailler sur leur propre programme technologique. Beaucoup furent intégrés à la NASA, d'autres à des projets classifiés. Il est donc possible que certains des concepts sur lesquels les nazis travaillaient aient été absorbés, poursuivis, dissimulés. Dès les années 50, les États-Unis devinrent le principal foyer d'observation d'objets volants non identifiés. Des engins aux allures de disques, aux capacités impossibles, qui semblaient défier la gravité. Est-ce que cela avait un lien avec les recherches du Reich? Ou bien ces travaux avaient-ils touché quelque chose de plus vaste, de plus ancien, voire de non humain? Les Hornbu, les Vril, les Fouffigters, tous ces noms résonnent aujourd'hui comme des échos d'une époque où la technologie flirtait avec l'irrationnel. Certains affirment que tout cela n'est que mythe et propagande. D'autres, qu'une partie de ces engins ont réellement volé, peut-être testés en dernier recours dans les dernières semaines de la guerre, avant d'être abandonnés, détruits ou transférés ailleurs. Car une autre rumeur circule depuis la fin de la guerre, certains de ces engins auraient quitté l'Europe, emportés en Antarctique ou en Amérique du Sud, protégés par des réseaux souterrains du Reich. Et qu'ils ne sont pas perdus, mais simplement en attente. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.